Salut tout le monde, aujourd'hui je réponds à vos questions sur mon parcours et comment j'ai développé certains trucs. J'ai recueilli toutes vos questions sur Instagram, on est parti. Comment as-tu développé tes intuitions et tes capacités? Ça a commencé il y a très longtemps, je dirais en 2010 à peu près, il y a 12 ans, où j'étais avec ma belle-sœur et qu'elle avait l'écriture automatique et pas moi. Et j'étais obligée de me faire confiance sur ce que je ressentais parce que j'ai vite compris que tout le temps demander à quelqu'un qui a clairaudience et clairvoyance et écriture automatique, ça saoulait la personne. Donc vu que j'aime pas particulièrement déranger les autres, à tout le temps leur demander des services, je me suis dit bon, il va falloir que tu t'écoutes et que tu te fasses confiance, et c'est comme ça que j'ai commencé à développer mes propres ressentis. Tes capacités, tu le vivais comment enfant, de tes 2 ans ou à jeunes adultes? Alors j'en parle dans mon livre je crois et dans une vidéo où je raconte rapidement mon parcours. Toute petite, je sentais des choses, je me rappelle très petite, j'ai des souvenirs très précis de mon enfance, et vers 2-3 ans, je me rappelle avoir eu très peur dans ma chambre. Je me rappelle vers 6 ans dire à ma mère qu'il y avait une mamie qui me soufflait sur le visage dans ma chambre et elle me disait non, pas du tout, ça n'existe pas. Donc j'ai bloqué mes capacités et par la suite on avait appris qu'il y avait une mamie qui était décédée dans ma chambre. Donc j'ai repris confiance en mes capacités vers 17-18 ans, quand j'ai recommencé à méditer toute seule, que j'habitais toute seule et que je me mettais Gayatri Mantra pour pouvoir méditer. C'était de mon propre chef, mon frère m'y avait encouragé quand même un petit peu. Donc entre je dirais 7-8 ans et 18 ans, ça s'est complètement coupé. Est-ce que tu es né avec clairaudience et tu l'as développé par la suite, ou c'est arrivé progressivement? Je pense que je suis née avec certaines capacités, comme beaucoup d'enfants qui, s'ils sont encouragés dans leur perception et dans le fait de se faire confiance, ils ne les perdront pas. Néanmoins, tout comme ça a été le cas pour moi, parce que mes parents m'ont dit ça n'existe pas ce que tu vois et ce que tu perçois, il y a eu un conflit entre les parents qui sont la figure d'autorité et de vérité et ce que je ressentais moi, donc j'ai perdu ces capacités, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants. Comment as-tu pris la décision de te séparer du papa de ta fille? Ton clair savoir ou sur ton avenir t'a-t-il aidé? J'ai rencontré Mathieu, on est resté très, je vais dire propre, il s'est jamais rien passé, j'avais pas l'intention d'envoyer mon couple valser, j'avais dit à Mathieu que je voulais me laisser du temps pour réfléchir, et quand je suis rentrée chez moi, où l'ambiance était vraiment pas fifole, par rapport à ce que j'avais ressenti juste en regardant Mathieu, la décision a été très vite prise. Donc c'est pas vraiment mon clair ressenti, clair savoir est-ce que vous voulez qui m'a aidé, c'est plus l'écoute de ce que je ressentais au plus profond de moi, de mon cœur. Toutes ces informations te permettent-elles de te sauver? Que faire d'autant de savoir? Alors je pense que j'ai autant de savoir justement parce que je m'en sers pas, et que plus on veut quelque chose, plus c'est le mental qui le veut, moins on a de savoir. J'ai jamais cherché, alors là je sais qu'il y en a qui vont vouloir me flageller, j'ai jamais cherché à avoir clairaudience et clairvoyance. Quand j'ai découvert qu'on pouvait parler avec les morts et tout, la première chose ça a été d'être archi flippée. J'ai jamais voulu ça, c'est arrivé à moi, j'en parle dans mon livre, que je n'ai plus en vente, j'ai plus de stock. Et je suis en train de les réécrire, donc peut-être qu'un jour je les mettrai en PDF. Mais en fait, en 2010, janvier 2010, je me suis formée au Reiki. J'ai passé tous mes degrés et en fait, ça a appuyé sur un bouton qui avait été enfoui parce que j'avais tout mis de côté par rapport à ce que mes parents me décrivaient comme étant la vérité. Et ça a appuyé sur le petit bouton de « Hey, tu te rappelles, tu voyais déjà des trucs ?» Donc ça a tout réactivé. Et c'est allé vraiment crescendo, c'était pas du tout marrant, j'ai fait des erreurs de parcours de mental à demander à avoir clairaudience, comme je vous le disais au début, je n'avais pas tout ça, et en fait je voyais mon ex-belle-sœur qui elle avait l'écriture automatique, et effectivement en fait quand je la voyais elle avoir ce truc aussi fluide et tout, mon mental a voulu la même chose, donc je l'ai demandé, et mes guides à l'époque avec qui je parlais beaucoup, maintenant je ne parle quasiment que avec mon soi, parce que je pense que
les guides sont des steps pour nous amener à notre propre confiance en soi. Donc ça m'arrive de discuter avec eux, mais c'est très très rare par rapport à avant. Et ben mes guides s'étaient amusés à me donner clairaudience pour une soirée. J'ai supplié la vie de me retirer ce truc là parce que j'entendais tout en même temps, des centaines de personnes en même temps, et forcément mon mental ne gérait pas du tout. Donc ça a été une expérience qui a été vraiment très compliquée, et ça a mis ensuite beaucoup de temps à se mettre en place petit à petit. Donc voilà, c'est pas quelque chose, je pense que je l'ai eu en naissant, mais que ça s'est tari et ça s'est ravivé plusieurs années, plusieurs décennies après. Et la question à savoir qu'est-ce que je fais de tout ça, pas grand chose, je m'en sers vraiment pour plus aider les autres et pour savoir comment me changer moi. En fait, je pourrais faire du show-off comme beaucoup le font, c'est-à-dire que je regarde quelqu'un et je lui dis t'as ça à travailler, t'as vécu ça, je pourrais faire ça. Maintenant, je vois pas l'utilité. Je trouve que l'utilité la plus belle pour moi et à mon sens, c'est de se servir des capacités de clairaudience pour soi-même et pour savoir ce qu'on a encore à travailler sur soi. Et je pense que ces capacités ne sont pas nécessaires si on sait s'observer soi-même et observer nos propres réactions face à ce qui est. On voit très rapidement ce qui souffre encore en nous et donc ce qu'il y a à changer. Comment fais-tu pour rester aussi positive malgré la situation et tout ce que l'on découvre? Alors déjà, j'étais au courant il y a longtemps, j'avais fait une vidéo en 2018 où je disais que c'était un point de non-retour. Tout le monde m'a pris pour une tarée à l'époque. Et en fait, du coup, j'étais au courant que ça allait partir en couille. Donc, déjà, le fait de savoir des choses à l'avance, je trouve que ça permet de le prendre avec plus de recul et on a le temps de s'y préparer, de préparer le mental, tout comme quand j'ai appris plus d'un an avant qu'elle meure que ma mère allait mourir. Ça m'a vraiment permis en fait de me préparer, de profiter des moments ensemble différemment que ce que j'aurais fait si j'avais pas eu cette info-là. Donc je reste positive parce que pour moi, la vie est un jeu et que tout ce que je vis actuellement, il y en a qui se disent non mais attends, tu peux pas dire ça, il y a des gens qui vont mourir, c'est pas un jeu. Toi peut-être que tu vas mourir, peut-être tes enfants, c'est pas un jeu. Ben moi j'oublie pas que je suis un être spirituel qui s'amuse dans la matière et pas l'inverse, pas un être humain qui expérimente plus ou moins une vie spirituelle. Donc forcément quand on s'identifie à cet être spirituel qui vit pleinement une expérience humaine, on a moins ce truc de se dire oh mon Dieu la mort, parce que tout vient de la peur de la mort. Ben j'ai pas peur de la mort comme beaucoup de personnes, j'ai peut-être l'appréhension de la souffrance, surtout que j'ai souvenir des vies où j'ai été brûlée sur le bûcher, etc. et que c'était pas méga agréable, mais j'ai pas peur de la fin en soi, donc forcément ça me permet d'avoir beaucoup de recul sur tout ça. Que généralement quelqu'un qui donne une illusion de simple est passé par bien du travail et des étapes. Je fais partie des gens qui en ont sacrément chié dans leur vie. Je vous partage qu'une toute petite partie de tout ça parce qu'il y a des choses qui sont très personnelles, mais j'ai énormément vécu la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Donc effectivement j'en ai chié. Est-ce que tu as encore des démons de colère liés à tes blessures et comment les gères-tu? Beaucoup moins depuis le début du Covid parce que ça m'a permis de vraiment me recentrer sur moi. Merci à mon petit mari qui m'a permis de travailler, il avait de la colère lui et subir sa colère m'a permis de travailler sur moi en décidant d'être de bonne humeur quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passait à l'extérieur. Quand moi j'ai fait ce travail là, lui il a plus besoin de vivre sa colère non plus, donc ça a fait un travail en binôme et en fait depuis ça, j'ai moins de colère. Je pense que les seuls qui arrivent à me mettre en colère, mais c'est d'épuisement, c'est mes enfants. Parce que maman, t'as pas une seconde, même pour aller aux toilettes, t'as pas une seconde. Et ça, je crois que c'est le seul démon que j'ai quand je suis aux chiottes. Maman, non. Voilà, c'est à peu près le seul truc, parce que ça, multiplié par 3 tout le temps, c'est chaud. Mais à part ce manque de tranquillité qui peut encore arriver à me titiller venant de l'extérieur, j'ai plus l'impression d'avoir de gros démons quoi.
On peut déjà voir l'évolution sur ta chaîne, merci pour tous ces partages. Alors effectivement, je vous conseille vraiment, j'ai une phrase que j'aime beaucoup de Bouddha, c'est « n'enseigne que ce que tu incarnes ». Il y en a une autre que j'aime énormément aussi, qui est de l'abbé Pierre, qui dit « il ne faut pas attendre d'être quelqu'un de parfait pour commencer quelque chose de bien ». Bah, je trouve que la voie du milieu se situe entre ces deux situations. Et si vous regardez ma chaîne, les premières vidéos d'il y a 7 ans, vous allez voir que j'incarne pleinement ce que j'enseigne et que donc c'est possible en se sortant les doigts de vraiment changer radicalement du tout au tout. Quand tu as connu Mathieu, comment tu as su que c'était le bon pour toi? Ben, tu sais quoi, je vais te dire une phrase que ma grand-mère m'avait dit. Quand je lui ai dit « Mamie, comment tu sais que papy c'était le bon ?» Elle m'avait dit « Ma chérie, le jour où tu le rencontreras, tu sauras. » Avec mon ex-mari, j'avais ce truc-là. Je savais que je devais vivre quelque chose avec lui. Mais j'ai pas ressenti le truc que j'ai ressenti avec Mathieu. Mathieu, on était en exercice en fait ensemble, c'était très gênant parce que moi j'étais en couple, lui il était en couple et que pour nous c'était insensé. Enfin moi je veux dire je suis pas du tout le genre de nana brisée de couple, donc c'est pas mon délire. Et quand on devait se regarder dans les yeux pour l'exercice, il était à un de mes stages, et quand on s'est regardé dans les yeux, on s'est mis à pleurer tous les deux. On a vraiment senti que c'était comme si t'étais la même personne, que tu sais, un aimant face à un autre et que tu te recolles et que tu as retrouvé un autre morceau de toi. Et quand c'est une personne que tu te dis non, c'est pas possible de vivre ce truc-là, c'est très très dur parce que le mental qui dit oui mais nanana, il a toutes les raisons du monde de te dire bah moi il avait la raison de t'es marié, tu vis en Thaïlande, t'as un enfant, non c'est hors de question, il faut que tu sauves ton couple, même si ça battait de l'aile depuis très longtemps. Je vous raconte un petit peu ma vie perso pour comprendre. En fait, je l'ai su parce que tout mon corps me disait « c'est lui et tu l'as retrouvé ». Et ça me fait des frissons parce que même aujourd'hui, c'est toujours la même chose, ça fait 4 ans et on a toujours cette sensation-là. Je vous le souhaite, vraiment. Par où et quoi tu as commencé pour vivre de ta spiritualité? Je parle pas forcément financièrement. Alors avant, pour ceux qui le savent pas, j'étais architecte d'intérieur au Cambodge quand vraiment j'ai commencé à vivre de la spiritualité. J'ai toujours fait des réunions spiritualité. Quand j'habitais à Paris, je recevais les gens gratuitement et tout. Il y avait personne qui venait, enfin de très rares personnes. Personne qui par la suite ont fait des attestations contre moi pour que je perde la garde de ma fille. Vous voyez, par exemple, quand je vous dis que j'ai subi la trahison, c'est que je l'ai subie bien belle. Je dis ça avec le sourire maintenant parce que j'ai quasiment pardonné, pas en entier, il y a des petites parts de mon mental qui me disent j'espère juste qu'ils vont vivre la même chose et je sais que le karma fera l'affaire donc c'est pas grave. Je faisais des réunions de spiritualité et donc du coup ça fait un moment que je faisais ça, que je parlais spi et tout. Maintenant, à quel moment j'ai vraiment commencé à en vivre? C'était en mai 2015, j'avais créé la chaîne en novembre 2014. Je réfléchis en même temps parce que les dates et moi ça fait 15. Et du coup, au mois de mai 2015, j'ai démissionné de mon travail d'architecte d'intérieur pour pouvoir me donner complètement dans les soins. J'avais fait le grand saut, je gagnais très bien ma vie en tant qu'architecte au Cambodge, d'autant plus que quand j'ai dit à mon boss de l'époque que je démissionnais, il m'a proposé des sommes mirobolantes pour que je reste là-bas. J'ai pas accepté parce que je savais que c'était pas mon chemin, que à chaque fois que j'allais au travail, j'avais la boule au ventre ici et que c'était vraiment plus pour moi. Donc du coup, ça a basculé comme ça du jour au lendemain et en fait, peut-être 1 à 2 semaines après, j'étais bookée sur 6 mois. À l'époque, je faisais pas la prise de rendez-vous 1 fois par mois. Du coup, j'avais des rendez-vous, voilà, ça s'est lancé d'un coup. Voilà, j'espère que ça répondra à la question. Qu'est-ce que le fait d'avoir été architecte t'a apporté aujourd'hui? C'est une très bonne question. D'avoir eu ma boîte d'architecture, c'est pas juste d'avoir été architecte. J'ai géré des projets à Paris et quand j'ai lancé ma boîte en 2011, en 2011, quand je l'ai lancée, beaucoup de personnes, sauf 1 ou 2, m'ont dit « Non mais pourquoi les gens frappent à toi? T'as 23 ans, enfin 22 ». Je gère pas bien les dates comme je vous ai dit, 22, 23. Donc pourquoi les gens frappent à toi? T'es architecte d'intérieur, t'es même pas un vrai architecte et blablabla et blablabla. Je m'étais laissé 6 mois. Je m'étais dit si au bout de 6 mois je n'y arrive pas, je peux pas me verser de salaire, et ben dans ce cas-là je redeviendrai caissière à Carrefour, mais c'est pas grave, je veux tenter ma chance. Parce que si demain, et ça c'est vraiment une technique que j'applique au quotidien, si demain je suis sur mon lit de mort, je veux absolument n'avoir aucun regret.
Je pense qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc je fais partie de ces personnes qui se disent bah vas-y saute, puis tu verras après quoi. Et du coup je me suis lancée. Au bout de 2 mois, je commençais à me verser mon premier salaire. J'étais à 22-23 ans sur les chantiers où il y avait des mecs qui bien sûr m'ont fait des réflexions bien machistes au possible. Donc j'ai dû m'affirmer sur mes tarifs, j'ai dû m'affirmer par rapport aux hommes avec qui je travaillais. J'avais 22-23 ans donc j'étais hyper jeune et l'affirmation de soi c'était pas vraiment ça. Donc ça m'a vraiment ça m'a poussé aux fesses en me disant bah, soit tu t'affirmes, soit tu te fais écraser quoi. Donc voilà, ça a changé ma vie et je pense que d'avoir été architecte, ça m'a permis de construire les bases de ma vie pour être beaucoup plus stable. Donc architecte de ma propre vie avant tout. Comment tu arrives à gérer ce flux d'informations que tu reçois sans être submergé? C'est une très très bonne question. J'ai eu au début, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. La première fois où j'ai demandé, il faut savoir que qui demande, là vous allez me dire c'est moi, ouais mais toi c'est qui? Bah toi c'est ton ego, c'est pas ton cœur qui demande à évoluer, c'est toujours le mental qui veut évoluer par rapport aux autres, pour avoir sa place dans la société, bref il y a toujours 1000 bonnes raisons. Et quand c'est l'ego qui demande, bah souvent ça se passe pas particulièrement bien, tout comme j'ai des gens qui m'ont écrit en me disant Johanna, je veux que tu fasses monter ma Kundalini. Je veux dire, j'ai eu une montée de Kundalini radicale en 2009. J'ai eu envie de me suicider et je dis pas ça c'est pas un mot qui est gros pour la situation. J'avais tellement de difficultés à gérer cette montée de Kundalini et cette montée d'énergie que j'avais envie plus de mourir que de continuer à vivre ce que j'étais en train de vivre, c'est-à-dire des crises d'angoisse, mais pas le petit stress que tu as genre oh j'ai pas envie d'aller au taf, non, l'angoisse où en fait tu captes que tout ce qui se passe autour de toi, tu deviens omniprésent, omniscient, t'as conscience du tout, tu sais plus comment le gérer, tous les bruits, comme si tes 5 sens, ils étaient en fait en action en même temps. Et quand t'as pas été habitué à ça, c'est une horreur. Donc j'ai pas toujours bien géré et c'est à force d'en chier que j'ai réussi à canaliser cette énergie-là et moi je vais dire me condenser pour pouvoir avoir un flux plus... je sais pas trop comment le dire, plus juste. Donc ça a pris des années et les premières années n'ont vraiment pas été faciles. Qu'est-ce que ta mère t'a fait subir? J'en ai souvent parlé, c'est pour ça la question, je pense. J'ai des liens très difficiles avec la mienne. Pour moi, je sais que ça va choquer peut-être des gens de dire ça, mais à sa mort, ça a été un collier qu'on m'a enlevé. Ma mère a fait de son mieux avec ce qu'elle avait, c'était une handicapée de l'amour, donc elle a fait ce qu'elle a pu comme elle le pouvait. Néanmoins, en tant qu'enfant, elle m'a fait subir son mal-être et sa souffrance. J'en ai parlé plusieurs fois, pour vous donner une idée, elle était tellement stressée tout le temps que par exemple le matin, si je marchais sur la mauvaise latte de parquet pour aller faire pipi, les toilettes étaient en dehors de l'appartement, bon bref c'était un vieux truc. Et en fait, si je marchais sur la mauvaise latte et que ça craquait, je me faisais démonter. Démonter, c'est-à-dire que j'étais punie toute la journée dans ma chambre, par exemple. Et ça, c'est le genre de truc, en tant que parent, moi, aujourd'hui, je me dis, comment je peux... Enfin, je veux dire, je pourrais pas faire ça à mon gosse. Moi, ça m'est arrivé 40 fois que Louise Arrose, le matin, elle nous réveille. Je la punis pas toute la journée. Je lui dis, non, franchement, c'est chiant et tout. Je râle, mais je la punis pas toute la journée. Et... c'est un des trucs qu'elle m'a fait. Si je faisais pas la vaisselle, je pense que je devais avoir 8 ans. Si je faisais pas la vaisselle correctement et que je laissais des trucs sur la vaisselle, bah pareil, j'étais punie. La première boom où j'ai pu aller, je crois que j'avais, ouais, je dirais 14 ans, un truc comme ça. 13-14 ans et toutes les autres d'avant c'était si tu veux y aller t'as intérêt à faire ça. Alors j'essayais moi avec mon âge de 8, 9, 10, 11, 12 ans de faire les choses le plus correctement possible en tant qu'enfant sauf que de son point de vue de parent c'était jamais suffisant donc le jour J j'étais toujours punie, j'avais jamais le droit d'aller nulle part, j'étais comme ça et en même temps je la remercie du fond du cœur parce que c'est parce qu'elle a été comme ça, parce qu'elle m'a autant bridée, que j'ai pu un jour dire je vais être adulte et tu vas plus jamais avoir d'incidence sur mon parcours. Donc je la remercie du fond du cœur et je pense qu'elle n'est pas morte, pardon j'ai super chaud, je pense qu'elle est
pas morte par hasard. Alors vous allez me dire comme tout le monde, mais elle est morte à un moment, elle est morte à 1 mois après mon départ pour le Cambodge. Ça a été vraiment le début de ma vie où je me suis pris en main, où j'ai fait mes premiers choix, bien que je suis partie vivre en Australie avant. Mais je partais avec mon ex-mari, c'était le début de ma vie, je vais dire d'adulte, et elle est partie à ce moment-là, donc je crois pas au hasard. As-tu des conseils pour devenir thérapeute en énergie? Ouais, être son premier patient et faire en sorte de ne pas avoir d'être un tuyau, un canal qui soit le plus propre possible. Donc de suivre une psychothérapie soi-même, chose que j'ai faite, et il y en avait des trucs à traiter, il y en a encore aujourd'hui. Je suis mon premier patient, mon premier sujet d'observation, et je suis la première à regarder ce qui foire chez moi pour le soigner, parce que je pars du principe qu'on... Même si on ne doit pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien, il faut enseigner ce que l'on incarne. Comment est-ce que tu t'es formée dans les énergies? C'est venu à toi ou tu as suivi des formations? Je suis allée à une seule formation où je me suis fait tellement chier, j'étais comme ça, en train de me dire putain, je serais mieux chez moi. C'est là que j'ai découvert que j'arrivais à être en bilocation, donc et chez moi et à cette formation, parce que mon ex-belle-sœur était chez moi et que je voyais tout, je voyais mon ex-mari en train de cuisiner, mon ex-belle-sœur en train de boire une bière au bar, enfin je voyais tous les détails, les odeurs et tout. Et puis quand je suis sortie de la formation, je l'ai appelée, elle me dit alors tu t'es fait chier? Je lui ai dit comment tu sais? Et elle m'a dit bah, je t'ai vu tout à l'heure, elle voyait les fantômes et donc les énergies. Et je lui dis arrête, tu déconnes ou quoi? Et je suis rentrée, il avait cuisiné ce que j'avais vu, elle avait bu une bière au bar. Enfin c'était tellement ouf que voilà, cette formation m'a formée à la bilocation, mais c'était pas ce qui était voulu à la base. Comment t'as découvert ta médiumnité? Bah quand j'ai vu des fantômes, tout simplement. Au début de l'éveil de tes dons, clairvoyance, etc., est-ce que tu es passé par des épisodes psychotiques? C'est une très très bonne question. Oui, ça a été extrêmement difficile à vivre. C'est pour ça que quand je vous dis que les personnes me disent je veux clairaudience, clairvoyance, monter ma kundalini et tout, je me dis mais comment on peut vouloir ça? Moi je l'ai pas voulu, c'est venu à moi, j'en ai pleuré des nuits et des nuits à avoir la queue de la poste dans ma chambre et à me dire à l'époque il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça, j'avais personne pour m'aider, c'était horrible. Franchement je suis passée par des moments où je me suis dit que ça serait peut-être plus doux de mourir que de continuer à vivre ce que j'étais en train de vivre. Donc oui, je suis passée par des épisodes vraiment vraiment pas marrants. Comment es-tu passé au-dessus de la peur du changement et du confort? J'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas de confort déjà, on mangeait au resto du cœur, etc. Donc pour moi, le confort n'était pas quelque chose d'inné. Je me suis promis petite que je ne voudrais pas faire subir ça à mes enfants. Donc j'ai fait en sorte de gagner ma vie correctement pour ne pas être dans le besoin. Néanmoins, j'ai une foi extrême dans le fait que j'ai pas ce truc-là à travailler. Je sais pas comment expliquer ça. Même si aujourd'hui je perdais tout mon argent parce qu'on passerait en crypto-monnaie par exemple et que j'ai tout mon argent en espèces, et ben je me dis j'arriverai toujours à faire pousser des carottes, des tomates, j'ai confiance en mon chéri pour avoir un potager. Je me pose pas ce genre. En fait, je sais que je suis résiliente, comme les êtres humains en règle générale, et que je sais toujours m'adapter à ce qui est. Donc j'ai une confiance aveugle et en la vie et en moi, en me disant que je sais que j'arriverai à m'adapter peu importe ce qu'il y a à l'extérieur. Du coup, c'est ce qui fait que je suis pas dans la peur. Suite de la vidéo, j'ai dû mettre pause et Final Cut et tout a planté sur le PC où le disque dur était trop plein. Donc je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Aujourd'hui on est le 5 août, peut-être que vous la verrez dans 3 semaines parce que le temps de tout réinstaller, c'est la merde. Je continue pour les questions. Comment as-tu réussi à te défaire de tes angoisses? C'est une très très bonne question. J'ai fait une vidéo que j'essaierai de vous mettre par ici ou en barre d'infos je vous mettrai le lien ou les deux parce que ça a été vraiment un point hyper important pour moi et quelque chose de très compliqué. En fait j'ai vraiment dû faire une introspection et j'ai mon ancien psychiatre qui m'a quand même permis de m'en sortir avec l'hypnose et l'auriculothérapie. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de se mettre des petits clous dans les oreilles. C'est pas vous qui le faites, hein, c'est un professionnel. Et en fait, l'oreille est considérée en acupuncture comme étant un point qui est très sensitif et donc qui permet de passer des informations au corps. Pour moi, ça a vraiment bien marché. Néanmoins, je me suis trimballé mes angoisses
d'angoisse où j'ai appris au fur et à mesure à les gérer en respirant, en écoutant les gens parler, les gens qui m'entouraient, c'était des amis, donc ils savaient que je faisais des crises d'angoisse et je leur disais vas-y parle-moi et je me concentrais, je me focusais sur ce que la personne était en train de me dire et tout en respirant et en revenant à l'instant présent et ça a vraiment été le point clé. Quel métier as-tu exercé avant? Beaucoup de choses. J'ai été vendeuse de chaussures chez Hug au printemps Haussmann, chez Sergio Rossi au Bon Marché. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé dans l'architecture intérieure, tout ce qui est isolation écologique, naturelle et tout à Bordeaux. Et j'ai été architecte d'intérieur avec ma propre société à Paris. Voilà, c'est à peu près tout. Et architecte au Cambodge quand j'y suis arrivée. Voilà. Quel a été le déclic qui a fait que tu aies tout compris et parmi tout ce que tu fais? Alors ça aussi c'est une bonne question, ça n'a pas été un déclic en particulier, ça a vraiment été le fait que je comprenne des leçons sur des choses que je vivais et du coup ça m'a vraiment permis au fur et à mesure à chaque leçon de comprendre quelque chose d'autre. J'adore observer. Je suis, comme je vous l'ai déjà dit, mon premier sujet d'observation et j'adore observer les autres. Et en fait, je me sers de leur chute pour que ça soit une leçon pour moi. Du coup, ça m'évite moi de subir la chute et je peux comme ça en fait avoir des leçons où je ne vis pas, je mets en silencieux, où je ne vis pas la souffrance qui va avec. Donc voilà, c'est pas un déclic particulier, mais vraiment l'observation de soi au quotidien et des autres. Quand a débuté ta sortie du système et comment? Il y a un an, on est au mois d'août aujourd'hui et c'était fin août ou début septembre si je me souviens bien. Et du coup, j'ai commencé en clôturant mes comptes bancaires tout simplement et par la suite j'ai commencé à payer quasiment tout en espèces. Pour l'instant, on n'est pas tous les deux sortis du système bancaire. Donc il y a encore certaines choses où on se sert de maths, mais moi je suis sortie du système donc je paye tout en espèces tout simplement. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a fait déclencher tes ressentis? Non, parce que c'était quand j'étais gamine où j'avais des ressentis, où je soignais ma mère pour lui faire plaisir et que ça marchait. J'ai pas eu un déclic en particulier. Non. Pas que je me souvienne, ça a été pareil, plein de petites choses qui ont fait que. Et puis après, là où ça s'est vraiment matérialisé, c'était en 2013, après m'être formée au Reiki. Mes capacités déjà présentes ont été vraiment réactivées et du coup, ça s'est décuplé d'un coup. Est-ce que tu as toujours eu cette connexion avec l'invisible? Ben oui, du coup, à peu près toujours. Je me rappelle pas quand j'étais nouveau-né, mais du plus tôt que je me souvienne, vers 2-3 ans, je percevais déjà des choses dans ma chambre à cette époque-là. Quelle petite fille étais-tu? Et alors ça, c'est une très bonne question. Si je vous dis qui j'ai été, pardon parce que j'ai hyper chaud et du coup j'ai vraiment pas une tête à faire des vidéos là, mais on s'en fout. C'est une très bonne question parce que quand je vais vous dire ça, vous allez me dire non, c'est pas vrai. J'étais la petite fille modèle, genre celle qui a la petite barrette là, et où tu lui donnes du pain béni et le bon Dieu sans confession. J'étais comme ça jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, et début de l'adolescence. Et puis là j'ai compris que je pouvais dire non. Et en fait, j'ai tellement dit oui jusqu'à mes 12 ans que du moment, et ma mère en a profité, je veux dire, j'avais pas le droit, comme je vous l'ai dit, de sortir, de voir des copines. J'avais le droit d'inviter qu'une copine chez moi, et encore, c'était un mercredi par mois. Enfin, je veux dire, nous, ma gamine, elle a toujours des amis à la maison. Enfin, on organise des trucs. Bref, on est des parents qui avons des amis avec des enfants, alors que ma mère, elle n'avait pas d'amis. Donc du coup, j'étais hyper marginalisée en fait, sans le vouloir. Et quand à 12 ans, j'ai compris que je pouvais commencer à dire non et prendre mes propres choix. Et je suis devenue moi, que je suis aujourd'hui au fur et à mesure. Hein. J'avais un gros manque de confiance en moi, beaucoup de choses à travailler. Mais j'étais une petite fille modèle, vraiment modèle. Je vous mettrai peut-être une photo vers là, juste pour que vous voyez. As-tu fait le choix de couper les ponts avec tes proches, famille, amis pour t'écouter toi? Alors, non, mais eux l'ont fait. Voilà. Comment as-tu su faire taire ton mental pour pouvoir en arriver là où tu es?
Alors il ne se tait toujours pas le coquin, c'est un exercice de tous les jours. J'ai des fois mon petit mental qui revient à la charge sur des trucs de couple, sur la société, ça m'arrive qu'ils me disent mais regarde-les comme ils sont cons tout cela, ils pigent rien. Heureusement qu'il y a l'autre qui lui dit et un peu de compassion, enfin, toi aussi tu es passé par là. Ah oui, c'est vrai. Donc on est plusieurs à discuter et ça me permet d'avoir plus de compassion et donc de compréhension. En fait, la compréhension mène à la compassion. Mais il n'y a pas un élément particulier qui m'a permis de faire taire mon mental. Je veux dire que les crises d'angoisse que j'ai eues, qui ont été due à ma montée de Kundalini, en fait, il y a une phrase qui dit « le feu de l'esprit brûle les corps de ceux qui ne sont pas prêts ». Moi, ça a vraiment été le cas. Et mon corps et mon esprit ont brûlé le jour de cette montée de Kundalini. J'avais vraiment l'impression que j'allais devenir tarée, en fait. Et j'ai été obligée de gérer ça. Donc, ça a été l'événement qui m'a poussé aux fesses pour me dire là tu peux pas rester là-dedans parce que soit en fait tu te suicides, soit tu t'en sors. Donc il a fallu que je m'en sorte, ça a été vraiment très compliqué. Mais ça a été quand même un élément majeur dans la domestication de mon mental. Comment est-ce que tu as su que les soins étaient ce que tu voulais faire? Alors c'était en 2014 ou peut-être début 2015, il y avait Mallory Malmaçon pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis je tombe par hasard, je ne suivais personne sur les réseaux, je tombe par hasard sur un post qu'elle avait fait sur Facebook à l'époque où elle mettait qu'elle était psycho-énergéticienne. Je n'ai jamais suivi de formation, jamais rien, et j'ai mon cœur qui m'a dit comme ça, genre oh, c'est ça que je veux faire. Et j'ai commencé comme ça. Voilà, donc merci Mallory. Comment tu as réussi à être en paix loin des tiens? J'ai jamais été très dépendante, sauf de mon frère, qui a été pendant très longtemps la personne que je préférais à moi-même. Puis au fur et à mesure, en fait, l'envie de vivre ma vie est passée devant la dépendance que j'aurais pu avoir. Le fait d'être partie en Australie pendant 6 mois et quelques, le fait d'être partie au Cambodge et tout, on est resté très proches, on se parlait très souvent, mais on se voyait de moins en moins. Il était vraiment quelqu'un de très présent par téléphone et tout, mais pas avoir besoin de s'appeler tous les 4 matins non plus, alors que moi j'avais ce besoin-là à la base. Et puis au bout d'un moment, quand j'ai compris que mes besoins, d'avoir besoin de l'autre comme ça, c'est parce que je comblais pas mes propres souffrances et mes propres blessures, je vais dire ça comme ça, le manque d'amour que j'avais à l'intérieur de moi, il fallait que je le comble moi-même. Du coup, quand j'ai compris ça, ça a commencé à s'améliorer. Quel exercice as-tu fait pour travailler sur toi lors de ton éveil à part l'ancrage? La méditation. Pendant un bon bout de temps, je méditais comme ça. Et puis un jour, j'ai découvert la pleine conscience. Et j'ai découvert que quand j'étais aux chiottes en train de couper des poivrons, je pouvais méditer de la même manière. Donc ça a été une révélation pour moi. Et depuis, je pratique la pleine conscience, je vais dire 70-80% du temps. Et ça a mis, je vais dire, ça fait 12 ans que je me suis réveillée. Donc ça a mis 12 ans pour que j'y arrive. Donc les personnes qui me disent « Non mais ça fait 3 semaines hein, que je pratique la pleine conscience. » Ouais, patience. Comment tu fais pour combiner travail, école, enfant à la maison? Je sais pas, je me pose tous les jours la question. Franchement, je sais pas. J'ai un mari en or, j'ai une nounou super. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Comment préserves-tu ta santé mentale? Ça, c'est une super bonne question. Je ne m'attache pas aux infos que j'ai en clairaudience. Pour moi, c'est une info comme je l'apprendrai sur BFM TV. Non, parce que ça, on sait que c'est de la merde. Comme je l'apprendrai sur une chaîne, une radio. Et du coup, en fait, pour moi, c'est qu'une info. C'est pas la vérité. J'ai toujours été de ces personnes, si, quand je lisais mon astro du jour, quand j'étais dans le RER à Paris, je lisais mon astro, si c'était positif, je me disais, ah cool, c'est pour moi, ça vibre juste. Si c'était négatif, je me disais, c'est vraiment de la merde, ces trucs d'astro. Du coup, je fais pareil pour les infos que j'ai. Si elles me font du bien, je les garde en tête. Si elles me font du mal, je les pose à côté, comme étant des possibilités, mais pas comme étant une vérité absolue. Et ça me permet de pas vriller. J'ai eu des infos qui ont été très compliquées à vivre, par exemple sur ma mort, savoir quand j'allais mourir, comment, sur la mort de Mathieu, sur tout plein de choses comme ça, où j'ai dû faire un gros travail sur moi pour ne pas m'attacher à ça comme étant la vérité, mais comme étant une possibilité. Donc quand j'ai beaucoup de personnes qui disent tu répands la peur, tu sais pas ce que ça fait quand tu nous dis des choses comme ça, j'ai envie de dire que je suis passée par là, avoir des infos que j'aurais vraiment préféré ne pas avoir.
Maintenant, ça m'a permis de faire un travail sur moi et de me rendre compte que en fait, c'était que des possibilités et il y a certaines données qui ont changé parce que justement, je l'ai appréhendé d'une autre manière. Donc, tout dépend de vous. Lors de ta scolarité, as-tu déjà senti une différence par rapport aux autres? Oui, mais je me suis adaptée parce que j'avais peur du rejet à l'époque. J'avais des super bonnes copines avec qui je sortais. Quand j'avais 15 ans, j'avais un amoureux chez qui j'allais. J'allais en boîte tous les week-ends. Enfin, j'ai eu une adolescence complètement normale du moment où j'ai eu le droit de sortir. Du coup, en fait, jusqu'à ce que je me dise les discussions en soirée, c'est vraiment plus pour moi. Je pense que je devais avoir 23-24 à peu près. Et que ça s'est accentué au fil du temps en rencontrant des gens. Plus ça allait, moins j'avais envie de rencontrer des gens parce que ça me faisait hyper chier le «Salut, ça va? Tu fais quoi dans la vie?» Alors qu'au fond, j'en ai rien à foutre de ce que l'autre fait dans la vie. Et j'ai pas du tout envie de lui raconter ma vie non plus parce que les gens vont faire «Ah, super, génial!» alors qu'au fond, ils en ont rien à foutre. Et donc je pense que ça s'est accentué avec le temps et maintenant j'arrive à sélectionner les personnes qui je sais qui me posent des questions parce qu'elles sont vraiment intéressées, tout comme les personnes qui me disent ça va et qui veulent vraiment savoir comment je vais. J'arrive à mieux faire la distinction de ça et donc à mieux m'entourer. Mais la transition entre je suis entourée de gens qui ne me conviennent pas à je suis enfin entourée de moins de personnes mais qui m'aiment vraiment pour ce que je suis, je dirais que ça a pris entre 3 à 5 ans à peu près. Depuis quand tu as des dons médiumniques? J'ai répondu à peu près depuis toujours, mais ça s'est bloqué entre mes 6, 7, 8 ans jusqu'à mes 18 ans à peu près. Quel a été ton déclic pour quitter l'Asie et rentrer en France? C'est pas un déclic, ça s'appelle des jumeaux et on n'avait pas les thunes pour payer les visas pour rester en Thaïlande parce que les visas, si on fait pas de visa run, pour ceux qui savent pas, c'est tu restes 3 mois, tu sors du pays, tu re-rentres. Mais sauf que quand t'es backpack, que t'es jeune, ça va, c'est cool. Quand t'as 3 enfants, sortir du territoire tous les 3 mois, aller dans un autre pays, puis revenir, c'est hyper complexe, surtout avec des jumeaux en bas âge, etc. Donc j'avais des visas que merci papy qui est décédé et que mon père a hérité, nous a acheté un visa à mon ex-mari, ma fille et moi, qui coûte extrêmement cher. C'est des sortes de droits de sol en fait. Il s'avère qu'on n'avait pas du tout les sous pour payer 2 visas. Il y aurait eu un seul enfant, on serait sûrement resté en Thaïlande. Il y en a eu 2. Et c'est marrant parce que les guides m'avaient dit en mai, juste avant que je sache que c'était des jumeaux, ils m'avaient dit tu sais tu vas devoir rentrer en France et je leur ai dit jamais de la vie. Ils m'ont dit ouais, prends le temps qu'il te faut, mais tu finiras par rentrer. J'ai dit non. Et peu de temps après, j'ai appris qu'il y avait 2 enfants. Donc ils ont trouvé le moyen de me faire rentrer. Et ce qui m'a vraiment rendu extrêmement triste, c'est que plusieurs mois après la naissance des petits, j'ai des amis là-bas qui ont eu des jumeaux aussi et qui ont appris que si nos enfants étaient nés sur place, on avait le droit à 7 ans de visa. Voilà, mais ce qui doit être sera, et je pense qu'on n'est pas en France par hasard. Je pense que j'ai une place pour faire certaines choses en France et que ce qui doit être est, tout simplement. T'as quelle formation études architecte d'intérieur? Tes étapes clés, éléments déclencheurs et ton coming out spirituel. Alors là, putain, il faudrait que je vous fasse une autre vidéo parce que sinon ça va être archi long. Les étapes clés, je vais dire mon départ en Australie, d'avoir le courage de tout lâcher, mon mec, mon chat que j'avais mis en garde. Je le ferai plus aujourd'hui, je prendrai mon chat avec moi. Mila m'a suivi de France au Cambodge, Cambodge en Thaïlande, Thaïlande en France, elle est toujours avec nous. Donc voilà, maintenant c'est le cas. Après j'étais plus jeune, donc j'ai fait des erreurs de jeunesse. Donc le départ en Australie où j'ai vraiment tout lâché, où je parlais pas anglais, enfin un anglais scolaire, et que je me suis retrouvée toute seule 1er janvier 2010 à poser mes valises comme ça en Australie et à me dire mais qu'est-ce que t'as fait? Je me suis dit que j'étais complètement tarée quoi. Donc ça a été une grosse étape de prise de confiance en moi et de me dire je suis capable. Ensuite d'avoir ouvert ma boîte à Paris parce que tout le monde me disait que j'allais pas y arriver et que moi j'avais décidé que j'allais y arriver et que je voulais prouver. Il y avait ce truc qui m'a vachement aidée. Envers mes parents aussi. Mon père est quelqu'un qui jusqu'à il y a pas longtemps marchait sur la reconnaissance des gens par ce qu'ils font plus que par ce qu'ils sont. Et j'ai toujours voulu lui prouver jusqu'à il y a 3 ans qu'est-ce que j'étais capable de faire et non pas qui j'étais. Et puis quand je me suis mis avec Mathieu, j'ai changé et donc mon père a changé aussi et maintenant on a des bonnes relations. Donc c'est cool. Donc ça a été une grosse étape.
donc la création de ma boîte, de lâcher ma boîte quand je suis partie au Cambodge, parce qu'à la base on était parti pour faire de la pâtisserie, je sais pas pourquoi on a voulu faire ça. Tout ce qui s'est passé au Cambodge, les 4 ans au Cambodge ont été un apprentissage en accéléré. Le choc culturel est tellement gros que pour moi ça a été vraiment, je les ai détestés autant que je les ai aimés par rapport à tout ce que j'ai appris grâce à eux. Ça a été très très compliqué. La Thaïlande, arriver en Thaïlande, ça a été, c'était le pays de mes rêves en fait. Et ça l'est toujours. Donc ça a été un gros point. Quitter la Thaïlande, j'ai pu y rester que un an et demi, alors que j'avais un visa de 10 ans. J'ai toujours le cœur serré quand j'en parle parce que la Thaïlande c'est chez moi, c'est quand je rentrais de voyage et que je rentrais à Bangkok, ben je rentrais chez moi. Pour moi en France je ne suis pas chez moi, donc ça a été compliqué. La naissance des jumeaux et l'année et demie qui vient de passer a été très très compliquée. On est passé par beaucoup de phases super complexes avec Matt qu'on a réussi à dépasser. Donc ça c'est aussi un énorme point d'arriver à ne plus me sentir heurtée par le comportement des autres. Ça a vraiment été, je le remercie d'ailleurs. L'arrivée de ma fille aussi qui m'a fait travailler beaucoup de choses. Ma décision de quitter mon ex-mari alors que je savais que tout le monde allait se retourner contre moi, que j'étais toute seule à l'autre bout du monde et que j'avais personne en Thaïlande et que j'ai quand même pris cette décision. En fait, ma vie elle est un peu faite d'éléments clés. J'ai l'impression que j'ai une vie super compliquée. Et en même temps, vu que je suis dedans, c'est ma vie quoi. Donc voilà, c'est des gros choix tout le temps. Et mon coming out spirituel, en fait, je me suis jamais posé cette question-là. J'ai toujours parlé de fantômes et tout à mes copines. J'ai jamais eu... Ça s'est intensifié ces dernières années, il y a des gens qui m'ont tourné le dos, mais pour autant je choisis de rester alignée avec ce que je pense être juste pour moi. Donc voilà, pour moi c'est ça le coming out. As-tu eu des périodes de peur, angoisse en rapport aux attaques nocturnes et entités? Ouais, grave. Grave, ça aussi c'est une bonne question, sachez que vous n'êtes pas seul, que je suis passée par ces moments extrêmement compliqués, que j'ai rêvé de ne pas être moi, tellement c'était compliqué, et puis moi je pouvais en parler à personne, internet c'était les débuts, je pouvais rien dire, les gens me prenaient pour une tarée, je pouvais rien faire. Aujourd'hui il y a internet, il y a les réseaux, on peut rencontrer des gens qui vivent la même chose que nous, c'est génial. À l'époque, c'était pas le même délire, c'est comme si j'étais née en 1400 et que j'aurais été brûlée en tant que sorcière si j'avais parlé. Donc ça a vraiment été très très compliqué, effectivement j'ai fait des terreurs, etc. Et c'est le temps qui m'a permis de m'adapter. Comment est-ce que tu augmentes ta vibration? Je me sens comme ça et je me dis je suis. Et je le fais jusqu'à ce que je vibre, je suis. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, choses qui m'étonneraient parce que j'ai quand même été complète, je pense, dans cette vidéo, envoyez-les moi par mail si vous pensez qu'il y a une vidéo qui est nécessaire dessus. Sinon, j'espère que ça contentera votre curiosité et vos questions. Voilà, à très bientôt.